Cet homme âgé a passé toute sa vie à monter en niveau. Désormais, il ne lui reste plus qu'un seul monstre à vaincre avant d'atteindre le niveau maximal, mais il ne ressent aucune joie. Son système a un problème. Contrairement aux autres, il ne gagne ni pouvoir ni récompense en montant de niveau. Il a passé sa vie entière à travailler dur, à éliminer des monstres faibles dans l'espoir qu'en atteignant enfin le niveau maximal, il obtiendrait quelque chose de précieux. À cet instant, il se tient dans un donjon. Plus précisément, il est au premier étage d'un donjon situé à Tokyo, entouré d'un grand nombre de jeunes joueurs armés comme lui. Des drones flottent au-dessus d'eux, soulignant la gravité de la situation. Soudain, une voix s'élève, avertissant que des monstres approchent. Ils sont dans un donjon, ce qui signifie que ces créatures peuvent surgir à tout moment. L'alerte prend tout son sens. Yukito vient de regarder une vidéo sur son téléphone confirmant la présence de monstres dans la zone, renforçant ainsi le danger qu'il y a à rester sur place. Quelqu'un propose d'avancer plus profondément dans le donjon, mais un autre s'y oppose. D'innombrables monstres émergent des étages inférieurs, rendant toute progression extrêmement risquée. C'est alors que Yukito passe devant ses joueurs. L'un d'eux tente de le retenir, lui criant de fuir immédiatement et affirmant que ce n'est pas le moment de se frotter au monstre slime. Pourtant, Yukito l'ignore totalement et continue d'avancer sans dire un mot. Voyant cela, un autre joueur soupire et suggère de le laisser faire. Après tout, il doit être fou. Mais Yukito se moque bien de leurs paroles. Qu'on le prenne pour un insensé ou un vieil homme inutile, peu importe. Alors que la panique s'empare du groupe et que tout le monde tente de fuir pour sauver sa peau, quelqu'un le bouscule violemment, le faisant tomber au sol. Allongé sur le sol froid du donjon, il se remémore son passé. Des décennies se sont écoulées depuis la création de la guilde des aventuriers. Il s'appuie sur son épée pour se relever et reprend sa marche. Il sait que la guilde fonctionne selon un système unifié pour tous les joueurs, bien que la progression varie d'un individu à l'autre. Chaque joueur voit son niveau augmenter à chaque monstre vaincu, et en montant de niveau, son statut au sein du système s'améliore. Tout rêve d'atteindre le rang 5, l'objectif ultime. Yukito poursuit son explication intérieure. À ce stade, certains joueurs acquièrent des compétences ou des pouvoirs magiques. C'est un phénomène courant parmi les aventuriers. Pourtant, lui, il n'a jamais rien obtenu. Pas une seule compétence, pas un seul pouvoir. Pourquoi? Pourquoi était-il une exception? Il ouvre son interface de statut et confirme qu'il a bel et bien atteint le rang 5, ce niveau tant convoité par tous. Il se souvient de ses longues années de combat contre les monstres. Il a tout donné. Il ne peut pas perdre maintenant. Il parvient jusqu'à un monstre slime et l'élimine. Il se remémore alors toutes ces années passées à chasser des créatures faibles jusqu'à atteindre le niveau 98. Mais il ne s'arrête pas là. Il continue de se battre, infligeant un coup fatal à une autre créature. Il se répète intérieurement qu'il est le seul joueur à avoir jamais atteint ce niveau. Cependant, au cœur de la bataille, son épée, usée par le temps, finit par se briser. Il se fige un instant, réalisant que le niveau maximal atteignable est 99. Il n'a plus qu'un seul monstre à abattre, un seul. Alors seulement, son long combat prendra tout son sens. Rassemblant toute l'énergie qui lui reste, il se met à courir, déterminé à atteindre l'objectif d'une vie. Il saisit un monstre et lui assène un coup de poing. Il sait qu'il est à un pas de son but. Puis, dans un ultime acte de désespoir, il mord la créature à pleines dents, persuadé que le sommet lui appartient de droit. À cet instant, suspendu entre l'espoir, la peur et le désespoir, une notification apparaît devant lui. Niveau 99 atteint. Un frisson d'excitation le traverse. Son corps tout entier tremble de joie. Son rêve s'est enfin réalisé. Il lève les yeux vers le système, réclamant la récompense qu'il mérite après tant d'années de souffrance. Mais une nouvelle notification apparaît sous ses yeux. Puissance de statut, Plum. Son pouvoir est passé de 5 à 6. Et c'est tout. Yukito s'effondre, incapable de croire ce qu'il voit, hurlant de frustration contre le système. Comment pouvait-il n'avoir rien obtenu de réellement précieux après tout ce qu'il avait accompli? Des larmes coulent sur son visage alors qu'il se demande si tout ce qu'il a traversé n'a servi à rien. Il a l'impression que tout espoir s'est évanoui, ne laissant derrière lui que le désespoir. C'est alors que les monstres dont on l'avait mis en garde apparaissent, l'encerclant de toutes parts. Yukito comprend que c'est la fin. Les larmes continuent de couler, tandis qu'il murmure que sa vie n'a été qu'une succession de souffrances, une existence véritablement misérable. Il se remémore les moqueries qu'il a subies dans son enfance, quand on le considérait comme le plus faible de tous, ainsi que son incapacité à sauver sa mère, la seule personne qu'il ait jamais estimée en ce monde. Il se souvient aussi du jour où, sans le vouloir, il a gâché le bonheur de sa sœur unique lors de son mariage. Puis, l'un des monstres passe à l'attaque. D'un coup brutal, il l'écrase au sol, mettant un terme à son existence. Pourtant, au dernier instant,
Yukito esquisse un sourire et murmure que cette vie cruelle prend enfin fin. Une notification du système apparaît alors, annonçant officiellement la mort de l'aventurier Yukito. Mais soudain, un événement inattendu se produit. Une autre notification surgit signalant une erreur majeure dans l'affichage de son statut. Ses signes vitaux recommencent à fonctionner. Son cœur se remet à battre. Une nouvelle notification indique qu'un processus de correction et de restauration est en cours, sans donner plus de détails. Pourtant, son rythme cardiaque s'intensifie. Peu après, un autre message confirme qu'il a reçu des récompenses compensatoires. Il se voit attribuer 9 999 points en tant que cas unique, faisant exploser ses attributs. Brusquement, Yukito ouvre les yeux. Devant lui, une personne le félicite et lui annonce qu'il est désormais un aventurier officiel. Sa vision s'éclaircit et il distingue un membre du personnel de la guilde des aventuriers qui lui tend un badge. Lorsqu'il baisse les yeux sur lui-même, il réalise qu'il est redevenu jeune. Stupéfait, il reste figé sur place. L'employé lui demande s'il y a un problème. Il se ressaisit rapidement, la rassure, puis prend le badge avant de s'éloigner. Mais un doute le traverse. Il s'arrête pour vérifier la date et découvre avec stupeur qu'il s'agit exactement du jour où il s'était initialement inscrit à la guilde des aventuriers. À cet instant, il réfléchit à tout ce qui vient de se passer, se remémorant les notifications qui ont précédé sa mort et la récompense qu'il a reçue. Il demande l'ouverture de son écran de statut, mais celui-ci semble inchangé. Un rire amer lui échappe. C'était exactement ce à quoi il s'attendait. Cependant, en parcourant le menu, il remarque quelque chose de nouveau. Une section qu'il n'avait jamais vue auparavant apparaît sous le nom de chance. Sous le choc, il se rappelle qu'autrefois, cette information était l'un des secrets les mieux gardés, inconnus des autres joueurs. Après 70 années de malheur et de souffrance, il peine à croire ce qu'il voit. Mais il doit en avoir le cœur net. Sans attendre, il se met en quête des monstres slime d'argent pour voir ce qui changera. Le décor change. Nous nous retrouvons dans un donjon de Tokyo, où l'agitation est à son comble. Partout, des gens s'affairent et des tentes sont dressées. Yukito arrive, déterminé à traquer les slimes d'argent. Il observe les lieux avant leur destruction et aperçoit les adorables créatures gélatineuses qui parsèment le sol. Une étrange sensation le traverse. Il a l'impression d'être rentré chez lui. Mais une autre vision capte son attention. D'abord, il pense à une coïncidence, mais il doit se rendre à l'évidence. Il a bel et bien trouvé un slime d'argent, pas le monstre qu'il était venu chercher. Il se rappelle alors à quel point cette créature est rare. Dans sa vie précédente, il ne l'avait aperçue qu'une seule fois. Le problème, elle disparaît aussitôt qu'elle est repérée, ne laissant jamais personne l'attraper. S'approchant avec la plus grande précaution, il sait qu'en capturer un offre une quantité d'expérience phénoménale, mais que ces créatures sont tristement célèbres pour leur vitesse de fuite exceptionnelle. À pas feutré, retenant son souffle, il se murmure qu'il ne lui reste qu'un pas à franchir pour réussir. Mais au moment crucial, juste avant qu'il ne frappe avec son épée, une flèche surgit soudainement dans la zone, effrayant la gelée d'argent et la faisant fuir. L'auteur du tir s'excuse aussitôt, prétendant qu'il s'agit d'un accident. Yukito est furieux, comprenant que cette personne vient de lui faire perdre sa seule et unique chance de capturer cette créature insaisissable. Cependant, il est surpris de voir que la gelée d'argent ne s'est pas enfuie. Elle se tient à côté de la flèche, scrutant les environs d'une manière étrange. Il se demande pourquoi elle n'a pas fui malgré l'agitation. Soudain, le monstre adopte une posture offensive. Aussitôt, Yukito lève son épée, réalisant que cette opportunité rare ne doit pas lui échapper. Lorsque la créature se jette sur lui, Yukito frappe avec précision, atteignant son noyau et l'abattant en un seul coup. Le corps de la gelée éclate comme un ballon, ne laissant derrière elle que son cœur, exactement à l'endroit où l'épée de Yukito avait frappé lors de sa première tentative. En conséquence, son niveau grimpe de 4 rangs d'un coup. Toutefois, il remarque que son épée s'est brisée. Il comprend alors que la gelée d'argent était bien plus puissante qu'il ne l'avait imaginé. Désormais, il doit se procurer une nouvelle arme. C'est alors qu'une étrange lumière apparaît dans la zone. Lorsqu'il pose les yeux dessus, il reste figé avant de s'exclamer « C'est impossible ». La raison de son choc, il vient de recevoir une récompense de rang S, l'arme exacte qu'il avait toujours désirée. En l'examinant, il découvre que cette épée a été spécialement conçue pour la chasse aux gelées d'argent et réduit même de 30% leur chance de s'échapper. Transporté de joie, Yukito déclare que tout cela commence de manière incroyable. Avec cette épée, il est désormais prêt à traquer autant de monstres qu'il le souhaite,
jusqu'à ce qu'il soit pleinement satisfait. À peine a-t-il prononcé ces mots que 4 autres gelées d'argent apparaissent soudain devant lui, le laissant se demander s'il est en train de rêver. Mais contre toute attente, ces 4 créatures ne s'enfuient pas. Au lieu de cela, elles l'attaquent directement. Un comportement totalement inédit pour ce type de monstre. Forcé au combat, il comprend rapidement qu'il est absolument impossible de les vaincre toutes en même temps. Pourtant, lorsqu'il se lance à l'attaque, il remarque à quel point sa nouvelle arme est exceptionnelle, bien qu'il ait encore quelques doutes. Cependant, dès qu'il engage le combat, il est stupéfait par sa propre maîtrise. Ses mouvements sont fluides, chaque coup est précis, et en un instant, il élimine ses adversaires d'un seul coup chacun. Après la bataille, il remarque une lumière semblable à celle qu'il avait vue plus tôt. En s'approchant, il réalise qu'il vient de recevoir un ensemble complet d'armures de combat. Toujours incrédule face à sa victoire éclatante, Yukito ramasse ses nouvelles récompenses. Plus tard, on apprend qu'il a continué à chasser pendant environ 1 heure. Durant ce laps de temps, il est parvenu à capturer 10 des précieuses gelées d'argent. À chaque fois qu'il en achevait un groupe, un autre apparaissait, jusqu'à ce qu'il atteigne ce nombre final. Chaque monstre vaincu lui rapportait des objets rares et précieux, au point que son inventaire finit par être totalement rempli. Après tout ce qu'il venait de vivre, Yukito ne pouvait plus nier l'évidence. L'indicateur de chance qui est apparu sur son écran de statut était bel et bien réel. En constatant cette vérité, une immense joie l'envahit. Il s'allonge dans l'herbe, fixant le ciel, et réfléchit à cette nouvelle vie qui s'offre à lui. Levant la main vers le soleil, il contemple le pouvoir qu'il vient d'acquérir. Il comprend alors qu'il a désormais la possibilité de devenir quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui pourrait apporter le bonheur à sa famille. Il pense à sa mère malade, qu'il avait perdue dans son ancienne vie. Cette fois, il sait qu'il a une chance de la sauver. Bien entendu, il n'oublie pas non plus sa petite sœur. Il peut enfin réparer tout ce qu'elle a enduré par le passé. Mais soudain, une pensée cruciale le frappe. A-t-il seulement un foyer où rentrer? Il n'y avait jamais songé jusque-là. Il se souvenait de ses 70 années passées à vivre seul dans sa vie antérieure. Mais à présent, il ne désirait qu'une chose, rentrer chez lui et retrouver sa famille. À cet instant, une vague de nostalgie l'envahit, et il se redressa brusquement, bondissant en avant avec excitation, impatient de les revoir. Il courut sans relâche jusqu'à atteindre son ancienne maison. Debout devant elle, il peinait à y croire. Il était enfin revenu. Franchissant le seuil, il gravit les escaliers, se remémorant que son appartement se trouvait au 2e étage, bien qu'il ne soit plus certain de la porte exacte à ouvrir. Il hésita un moment devant les différentes portes, se rappelant qu'il avait été sans domicile pendant la seconde moitié de sa vie passée, rendant difficile l'identification de la sienne. Mais alors, son regard se posa sur une plaque nominative. Il y vit inscrit le nom de sa famille, à côté du numéro 203. À cet instant, la mémoire lui revint enfin. C'était bien son foyer. Sans perdre une seconde de plus, il se précipita vers la porte pour l'ouvrir. Mais soudain, une vague de nervosité le submergea. Il s'arrêta, tentant de se calmer, sans parvenir à comprendre pourquoi il était aussi anxieux. Inspirant profondément pour retrouver son sang-froid, il prit enfin la décision d'entrer et de retrouver sa famille. Juste au moment où sa main se tendait vers la poignée, la porte s'ouvrit brusquement de l'intérieur, révélant sa jeune sœur qui se tenait là, lui adressant un sourire chaleureux, comme s'il revenait simplement d'une journée ordinaire. Mais Yukito ne put se contenir. Il l'enlaça avec force, submergé par la joie de la revoir saine et sauve, et l'appela avec émotion « Nozomi ». Déconcerté par l'attitude étrange de son frère, Nozomi le fixa avec surprise, se demandant s'il s'agissait d'une caméra cachée. Elle lui demanda en riant de la lâcher, mais Yukito refusa de desserrer son étreinte. À cet instant, il comprit une chose essentielle. Cette fois, il ne permettrait à rien, ni à personne, de lui arracher ses êtres chers. Plus tard, assis avec Nozomi, il lui raconta tout ce qu'il avait vécu. Nozomi écouta son récit avec fascination, son excitation grandissant à mesure qu'il avançait. Puis, les yeux brillants d'espoir, elle lui demanda s'il pouvait aussi sauver leur mère malade grâce à sa chance extraordinaire. Yukito lui adressa un sourire complice et la rassura. C'était exactement ce qu'il comptait faire. Il suffirait simplement d'un peu d'effort pour y parvenir. Le lendemain, Yukito se mit en route pour vendre les trésors rares qu'il avait acquis dans le donjon. Grâce à la richesse qu'il amassa, il put accéder à une vente aux enchères où il enchérissait sur la plus puissante potion de soin, un élixir de haut niveau capable de guérir les maladies graves destinées à leur mère. Peu après,
Yukito et Nozomi se rendirent à l'hôpital pour lui rendre visite. Leur mère, émue de les voir, leur demanda comment ils allaient. Mais Yukito se contenta de sourire et lui répondit que la vraie question concernait plutôt son état à elle. Nozomi s'avança alors, lui tendant une sélection de ses friandises préférées, ce qui la fit sourire avec gratitude. Cependant, elle les réprimanda doucement, leur demandant de ne pas faire de telles folies, insistant sur le fait que ce qui comptait le plus pour elle était leur bien-être, et non des cadeaux coûteux. Yukito la rassura d'un sourire chaleureux, lui affirmant qu'elle n'aurait plus jamais à se soucier de l'argent. Nozomi, impatiente, déclara qu'ils avaient une autre surprise pour elle. Curieuse, leur mère leur demanda de quoi il s'agissait. Yukito lui présenta alors la potion de soin et l'encouragea à la boire. Nozomi, débordante d'enthousiasme, expliqua que son frère avait gagné l'argent grâce à ses aventures dans le donjon et avait pu acheter cet élixir spécial pour elle. Mais leur mère resta figée, sous le choc. Son fils venait à peine de débuter sa carrière d'aventurier. Comment avait-il pu réunir une telle somme aussi rapidement? Yukito se contenta de sourire et répondit qu'il avait simplement eu de la chance. Il lui tendit ensuite la potion, l'invitant à la boire. Lorsqu'elle porta le breuvage à ses lèvres et le but, elle ressentit presque immédiatement un changement profond dans son corps. Yukito et Nozomi se précipitèrent pour lui demander comment elle se sentait. Leur mère, les yeux écarquillés, leur répondit qu'elle se sentait incroyablement légère, comme si un poids immense s'était envolé et qu'elle respirait mieux que jamais. Yukito, submergé par l'émotion, sentit son cœur se remplir d'une joie indescriptible. Nozomi, incapable de contenir son excitation, bondit de joie en célébrant la guérison de leur mère. Émerveillée par ce que son frère a accompli, elle lui dit qu'il a réalisé quelque chose d'incroyable. Leur mère, cependant, commente que la potion avait un goût absolument atroce, ce qui fait rire Yukito. Il lui tend alors quelques friandises pour compenser cette expérience désagréable. Au fil des jours, les symptômes de sa maladie s'estompent progressivement et elle ne ressent plus les effets débilitants qui la tourmentaient autrefois. Après une période de rééducation et de thérapie physique, elle reçoit enfin l'autorisation de quitter l'hôpital et de poursuivre son rétablissement à la maison. Comblée de bonheur, elle rentre chez elle avec ses enfants, exprimant à quel point cela lui semble irréel, comme un rêve. Mais Nozomi la rassure aussitôt. Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Un jour, alors qu'elle fait la vaisselle, leur mère exprime à quel point elle est heureuse d'être de retour parmi les siens, affirmant qu'il n'existe pas de plus grand bonheur que celui d'être en famille. Nozomi se tourne alors vers Yukito, débordante d'enthousiasme. « Je suis tellement contente que maman soit complètement guérie. » Mais Yukito, plus sérieux, secoue la tête. « C'est merveilleux, mais ce n'est pas suffisant. » Surprise, Nozomi lui demande pourquoi il dit cela. Il prend une profonde inspiration, son regard assombri par une gravité soudaine et explique que la potion de soin qu'ils ont obtenue n'était qu'un remède temporaire. Elle n'a pas éradiqué la maladie. Le choc se lit sur le visage de Nozomi. Alors, que devons-nous faire? Nous devons trouver un objet légendaire classé L-Rank, répond Yukito d'un ton déterminé. Il se lève et ramasse quelques assiettes avant de poursuivre. Ce dont nous avons besoin, c'est quelque chose comme l'élixir. Nozomi fronce les sourcils cherchant dans ses souvenirs, puis s'exclame « Attends, j'ai vu quelque chose à ce sujet à la télé. Le plus grand aventurier du monde est le seul à l'avoir trouvé. » Yukito hoche la tête. « Exact. Les rapports affirment que l'élixir peut guérir toutes les maladies, même celles considérées comme incurables. Mais il se trouve dans les profondeurs du donjon, en dessous du 50e étage. » Il marque une pause avant d'ajouter « Et le pire, c'est qu'il ne peut pas être acheté. » Nozomi comprend immédiatement la difficulté de la situation. Bien sûr, ça doit être un objet incroyablement rare et unique. Yukito acquiesce. Ce genre d'artefact est toujours réservé à ceux qui parviennent à le découvrir. Il ne peut être obtenu qu'en terrassant l'un des puissants boss du donjon. Nozomi réalise alors l'implication de ses paroles. Tu veux dire qu'on va devoir le trouver nous-mêmes? C'est notre seule option. Tout en essuyant les assiettes, Nozomi le fixe avec inquiétude. Mais est-ce que tu peux vraiment atteindre les profondeurs du donjon au-delà du 50e étage? Yukito, implacable, répond sans détour. Dans des circonstances normales, ce serait impossible. Il marque une pause avant d'ajouter avec un calme glaçant. Quiconque tenterait de s'y aventurer mourrait avant même d'approcher cet étage. Un frisson parcourt Nozomi. C'est trop dangereux. Mais Yukito la regarde avec assurance. J'ai dit, dans des circonstances normales. Son regard se détourne vers leur mère, toujours absorbée par ses tâches ménagères.
Il réalise alors que ce qu'il possède aujourd'hui ne relève pas simplement de la chance. C'est aussi le fruit du savoir profond qu'il a acquis dans sa vie passée. Il se remémore une information cruciale. L'élixir pourrait aussi exister à des niveaux supérieurs, bien que ses apparitions soient d'une extrême rareté. Puis, une autre idée lui traverse l'esprit. Le boss légendaire du 20e étage souterrain, l'ancien golem. Il se souvient d'une chose essentielle. Celui qui parvient à terrasser cette monstruosité peut recevoir l'élixir en récompense, bien que cela reste un événement rarissime. Le problème, c'est que l'apparition même de ce boss est incroyablement aléatoire, rendant son prix d'autant plus précieux et convoité. Perdu dans ses pensées, Yukito se dirige inconsciemment vers le réfrigérateur. Il se rappelle que dans sa vie antérieure, l'apparition de l'ancien golem était si rare qu'il n'en avait entendu parler qu'une seule fois. Mais aujourd'hui, sa chance est différente. S'il a vraiment ce destin hors du commun, alors il est certain qu'il pourra mettre la main sur l'élixir. Nozomi l'observe du coin de l'œil avant d'éclater de rire. « Hé! Ton regard de stratège est de retour. » Pris de court, Yukito lève les yeux vers elle, surpris. « Hein? J'ai vraiment l'air si sournois que ça quand je réfléchis ?» Nozomi rit à nouveau, puis hausse les épaules, lui disant que cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'elle est convaincue qu'il peut accomplir tout ce qu'il entreprend, quoi qu'il arrive. Yukito ressent une chaleur réconfortante en sachant que sa sœur croit en lui et il lui répond que l'issue est déjà décidée. Cependant, il précise qu'il y a encore quelques préparatifs à faire avant cela. Lorsque Nozomi lui demande ce qu'il entend par là, il explique que tout possède une faille et qu'il est crucial pour lui de l'identifier en premier. La scène bascule vers Yukito, tenant une photo de lui avec sa mère et sa sœur. Il se remémore qu'avant de se rendre dans les niveaux inférieurs du donjon, il avait pris soin de commander des fournitures essentielles. La première d'entre elles était son équipement. On le voit alors saisir son épée en slime d'argent, une arme parfaite pour frapper les monstres qui tentent de s'échapper rapidement, ainsi que son bracelet en slime d'argent qui réduit de moitié les dégâts reçus et peut être utilisé 3 fois. Alors qu'il se prépare à quitter la maison, Nozomi l'aperçoit et lui demande s'il part déjà pour le donjon. Lorsqu'il confirme, elle s'étonne qu'il compte y aller avec seulement cet équipement, soulignant que la plupart des guerriers portent des armures bien plus lourdes. Yukiko reconnaît qu'elle a raison. C'est effectivement l'approche classique des guerriers. Cependant, son niveau actuel est encore trop bas pour pouvoir s'équiper comme eux. Il pense alors à son écran de statut et réalise que, bien qu'il améliore le potentiel humain, la seule chose qu'il peut augmenter pour le moment, c'est sa chance. D'après les informations de son statut, il ne peut pas porter d'armure lourde pour cette mission. L'unique arme qu'il peut manier efficacement est l'épée géante en slime. Toutefois, il comprend qu'il possède un avantage majeur, les nombreuses compétences qu'il a acquises en montant de niveau. Il décide alors d'activer la compétence de guerrier qui lui permet d'exécuter une triple attaque critique. Nozomi, l'observant, comprend alors son intention. Il va d'abord monter en niveau pour renforcer son statut. Après une courte pause, elle mentionne quelque chose à propos du 5e étage. Aussitôt, Yukito se remémore l'endroit dont elle parle, l'Alice Crown, le 5e sous-sol du donjon. En quittant la maison, il lui explique que les monstres de cet étage lâchent une récompense spéciale lorsqu'ils sont vaincus, un fruit magique. Avant qu'il ne passe la porte, Nozomi lui rappelle de faire attention et lui tend une boîte contenant son repas. Elle sourit ensuite et lui lance, en plaisantant, que même s'il trouvera sans doute beaucoup de fruits magiques là-bas, il aura quand même besoin de vraie nourriture. Yukito prend la boîte, la remercie, puis lui fait un signe de la main en ouvrant la porte, annonçant qu'il s'en va. La scène suivante nous transporte déjà au 5e sous-sol du donjon, l'Alice Crown. À ce moment-là, Yukito se remémore ce qu'il sait de cet étage. Il est envahi de monstres de type végétal, ce qui en fait une zone dangereuse que la plupart des aventuriers évitent. Cependant, il reste considéré comme un étage relativement simple et de nombreux explorateurs ont réussi à le traverser. Grâce à sa carte, il sait que le parcours ne sera pas trop difficile pour lui non plus. En suivant les indications, il se dirige vers le repère d'une créature connue sous le nom de Monstre 30. Ces créatures sont passées maîtres dans l'art des embuscades, utilisant le camouflage pour se fondre dans leur environnement et ressembler à de simples arbres. Yukito s'accroupit et ramasse un petit caillou au sol, observant les alentours. Il murmure que, bien que ces monstres soient habiles à se dissimuler, leur mimétisme n'est pas parfait. Il jette alors la pierre vers l'un des arbres, expliquant qu'en regardant attentivement, on peut remarquer que leurs feuilles sont dépourvues de nervures.
Aussitôt, l'arbre en question s'anime. Il dévoile ses griffes et ses yeux, révélant ainsi sa véritable nature de monstre gigantesque. Alors qu'il bondit sur lui, Yukito réagit sans tarder. Il brandit son épée en slime d'argent et porte un coup critique, tranchant la créature en deux d'un seul mouvement fluide. Il commente alors que, lorsqu'on connaît leur méthode d'embuscade, ces monstres sont en réalité assez faciles à vaincre. À peine son combat terminé, il remarque un fruit magique posé à ses pieds. Sa récompense pour avoir vaincu son premier adversaire dans cette zone. Il le ramasse et en prend une bouchée, notant une légère saveur mêlant poire et pomme, bien qu'il ne se soucie pas vraiment du goût. Ce qui l'intéresse réellement, c'est l'effet que ce fruit aura sur son statut. Sans perdre un instant, il ouvre son écran de statut pour vérifier si ses capacités augmentent. Il réalise alors que, grâce à l'amélioration offerte par ce fruit magique, même lui, malgré un départ relativement faible, a le potentiel de devenir bien plus puissant. Yukito poursuit sa chasse aux monstres tréants, et à chaque fois qu'il en terrasse un, il consomme le fruit magique qu'il laisse derrière lui. Cependant, à force de manger le même fruit encore et encore, il finit par se lasser de son goût monotone. Il sort alors la boîte repas que Nozomi lui a préparée et commence à manger. Une fois son repas terminé, il veut s'assurer qu'il a atteint la limite maximale de croissance et découvre avec satisfaction qu'il a enfin atteint le rang de guerrier intermédiaire. Satisfait de ses progrès du jour, il décide de partir et de rentrer chez lui. Mais soudain, il perçoit un mouvement rapide à proximité. Instantanément sur ses gardes, il interpelle la présence cachée. Il ne tarde pas à comprendre qu'il n'est pas seul au 5e étage du donjon et que ces nouveaux arrivants ne sont clairement pas amicaux. L'un d'eux lui reproche de s'approprier le territoire d'un autre chasseur, tandis que son compagnon ajoute qu'étant un novice, ils vont lui enseigner quelques notions d'éthique professionnelle. Pourtant, Yukito comprend immédiatement que ces individus ne sont pas des chasseurs. Ce sont des bandits qui traquent et assassinent d'autres aventuriers. Sans détour, il leur demande s'ils sont venus détrousser les aventuriers. L'un des hommes répond sans vergogne, confirmant ses soupçons avant de se moquer de lui, le qualifiant de bleu arrogant, jouant avec un équipement hors de prix. Son complice enchaîne en lui suggérant de leur remettre tout son matériel, des équipements bien trop précieux pour quelqu'un de son niveau. S'il obéit, il pourrait envisager de l'épargner. Quelques instants plus tard, l'un des bandits gît inconscient au sol, tandis que Yukito, imperturbable, constate que tout s'est déroulé exactement comme il l'avait prévu, ressentant un certain soulagement. Il explique ensuite que l'attaque que son adversaire a utilisée contre lui, le coup bestial, est une compétence qui ne peut être acquise qu'au niveau 25, ce qui signifie que cet homme était d'un niveau bien supérieur au sien. Il poursuit en détaillant que le coup bestial garantit une frappe d'une précision extrême, rendant l'esquive quasi impossible. Cependant, cette compétence réduit la puissance d'attaque de 30%. Heureusement pour lui, grâce à l'enchantement des larmes de slime d'argent sur ses vêtements, il disposait de 3 opportunités pour atténuer les dégâts qu'il recevait. Ainsi, les dommages réels qu'il a subis n'ont représenté que 30% du coût initial. Il ajoute que sans cette protection, il aurait encaissé une blessure grave à l'abdomen. À cet instant, le bandit encore debout observe Yukito avec effroi, murmurant qu'il n'aurait jamais imaginé que son partenaire Yamada puisse être mis hors de combat en un seul coup. Yukito pointe alors son épée vers lui et lui lance un ultimatum. S'il se rend, il envisagera peut-être de l'épargner. Mais le bandit, pris de fureur, rétorque que Yukito le sous-estime beaucoup trop. Il se vante en affirmant qu'à cette distance, il lui est aisé d'éliminer un guerrier comme lui. En réponse, Yukito rengaine calmement son épée et admet que le bandit a raison. À cette distance, il ne peut rien lui faire. L'homme ricane, persuadé que Yukito s'apprête à capituler, mais ce dernier lui répond avec assurance qu'il ne ferait jamais une telle chose. Il plonge alors sa main dans son écran de statut et en ressort une branche d'arbre finement ornée de fleurs, annonçant qu'il va utiliser un bâton à la place de son épée. Le bandit éclate de rire, un rictus narquois sur le visage, avant de demander ironiquement à Yukito s'il sait seulement ce qu'il tient entre les mains. Yukito lui répond qu'il le sait parfaitement et prononce son nom. Le bâton de la folie. Il explique qu'il l'a récemment obtenu après avoir vaincu un tréant qui, pour une fois, n'avait pas laissé de fruits magiques. Le bandit ricane de plus belle, se persuadant que Yukito n'est qu'un amateur incapable de manier correctement une arme de qualité. Il se souvient que bien que le bâton de la folie soit un objet rare, son pouvoir est imprévisible.
Il active des sorts au hasard, ce qui le rend complètement inutilisable en combat sérieux. Il ajoute ensuite que son effet repose entièrement sur la probabilité, ce qui signifie que les chances de Yukito de lancer un sort bénéfique avec succès sont extrêmement faibles. Le voleur calcule rapidement les probabilités de succès et d'échec de Yukito, concluant que l'échec est le scénario le plus probable. Cependant, il jette un regard à son partenaire inconscient, étendu au sol, et se dit que si Yukito parvient, d'une manière ou d'une autre, à atteindre un taux de réussite, ne serait-ce que de 30%, ce serait déjà un coup de chance incroyable. Malgré tout, il se rassure en se disant qu'incanter un sort précis avec le bâton de la folie est pratiquement impossible. De plus, il possède l'arme de la boule de feu enchantée, un sort de magie de niveau intermédiaire, et il est convaincu que Yukito ne pourra pas le contrer. Même si, par un miracle improbable, Yukito réussissait à lancer un sort de niveau intermédiaire, sa magie aurait peu, voire aucun effet contre lui, qui est équipé d'un équipement enchanté exceptionnellement puissant, bien au-delà du niveau 50. Fort de toutes ces conclusions, il est empli d'une confiance inébranlable, n'arrivant qu'à une seule issue possible. En tant que mage expérimenté, il est assuré de la victoire, quelles que soient les circonstances. Convaincu de sa supériorité, il décide de mettre un terme à la prétendue chance du débutant de Yukito et pointe son arme sur lui. Il lance alors une immense boule de feu en direction de Yukito, qui reste immobile, sans même ciller. Le voleur, sûr de lui annonce avec un sourire qu'il vient enfin de libérer son attaque, puis lui adresse un clin d'œil, affirmant qu'il est désormais prêt à lancer son propre sort. À cet instant, la branche magique de l'arbre de Tréante commence à luire, entourée d'une étrange aura d'énergie. Yukito lève la branche, provoquant une concentration d'énergie autour d'elle, qui prend la forme d'une vague de feu titanesque, emplissant l'air d'une intensité écrasante. Soudain, cette énergie colossale se condense, se métamorphosant en une boule de feu gigantesque, flottant juste au-dessus de Yukito, semblant sous son contrôle total. Lorsqu'elle atteint la taille désirée, bien au-delà de toute attente, il la dirige droit vers la boule de feu lancée par le voleur. En voyant cela, le voleur s'effondre au sol, totalement sidéré, incapable de croire que sa propre attaque a été purement et simplement anéantie sans laisser de traces. Il peine à comprendre ce qui vient de se produire, murmurant qu'il est impossible que Yukito ait pu lancer un sort aussi avancé, un météore d'une telle ampleur, d'autant plus que la probabilité de réussite n'était que de 0,05%, autrement dit inexistante. Ce qu'il ne réalise pas encore, cependant, c'est que l'immense météore enflammé n'a pas encore terminé sa course. Il fonce désormais droit sur lui. Désespéré, il tente de se persuader que ce qu'il voit n'est qu'une illusion, un tour de passe-passe causé par un sort de mirage. Mais l'instant suivant, la réalité le frappe de plein fouet. Il sent la chaleur s'intensifier à mesure que le météore approche. Il pousse un hurlement terrifié, suppliant Yukito de l'arrêter. Quelques instants plus tard, toute la zone est engloutie par les flammes, totalement ravagée par l'impact de l'énorme boule de feu. La scène change. Le voleur gît au sol, ses vêtements calcinés par les flammes, haletant péniblement au milieu de la fumée et de la chaleur suffocante. Pendant ce temps, Yukito reste debout, tenant toujours la branche enchantée. Mais il remarque qu'elle commence à prendre feu. Pendant ce temps, Yukito reste debout, tenant toujours la branche enchantée, mais il remarque qu'elle a pris feu. Il souffle dessus pour éteindre les flammes, puis la jette au sol en s'excusant auprès d'elle, tout en commentant que tout ce qui vient de se passer n'était qu'un incroyable coup de chance. Il tourne ensuite son regard vers les deux voleurs étalés devant lui, confirmant qu'il les a bel et bien vaincus. Cependant, il se rend aussi compte qu'il ne peut pas simplement les laisser là dans cet état. Découpant quelques lianes sur les arbres environnants, il songe que les attacher risque d'être inconfortable pour eux, mais que c'est la meilleure chose à faire. Il les ligote donc solidement, s'assurant qu'ils ne pourront pas s'échapper, avant de décider qu'il est prêt à partir. Ainsi, il commence à les traîner derrière lui, remontant depuis le 5e étage souterrain jusqu'à la surface. À son arrivée, il les remet aux autorités, qui prennent en charge la suite des événements. L'enquête dure longtemps, les responsables cherchant à reconstituer tous les détails de l'affaire. À cause de cela, lorsque tout est enfin réglé, la nuit est déjà tombée. Épuisé, Yukito peut enfin se reposer. Le lendemain matin, il se rend directement à la guilde pour soumettre son rapport sur ce qui s'est passé. Arrivé au comptoir d'accueil désigné, il s'excuse auprès de la réceptionniste pour le retard de sa déclaration, expliquant qu'il a été pris dans les événements.
Elle lui demande alors s'il est bien Yukito. Lorsqu'il confirme, elle l'informe que la police a déjà tout transmis à la guilde, puis elle le félicite pour ses efforts. Yukito ressent un immense soulagement à l'idée qu'il n'aura pas à tout réexpliquer. Mais soudain, la réceptionniste le prend de court en le félicitant pour son exploit. Elle lui annonce alors qu'il a officiellement été promu au rang d'aventurier d'argent et lui remet un nouvel emblème symbolisant son nouveau statut. Yukito est stupéfait et peine à croire qu'il a réellement été promu au rang d'argent. Il demande à la réceptionniste s'il n'y a pas eu une erreur, car il ne pense pas avoir accompli quoi que ce soit qui mérite une telle reconnaissance. Il devient clair que progresser d'un rang à l'autre est loin d'être facile. Même les aventuriers les plus doués mettent généralement environ 3 ans pour passer d'un rang à un autre. Pour obtenir une promotion, un aventurier doit collecter des matériaux spécifiques et vaincre des monstres puissants afin de cumuler suffisamment de points de contribution pour que la guilde approuve un changement de rang. La réceptionniste rassure Yukito. Il n'y a pas d'erreur, ni de confusion sur son identité. Elle lui explique que les 2 criminels qu'il a capturés étaient en réalité membres du Bras Rouge. À l'évocation de ce nom, Yukito se souvient immédiatement qu'il s'agit d'une organisation criminelle notoire et extrêmement dangereuse. Il demande alors si cela signifie qu'il a accumulé assez de points de contribution pour atteindre le rang d'argent. Elle le confirme, ajoutant que leur arrestation représente un exploit remarquable. Elle précise également que les 2 voleurs qu'il a neutralisés possédaient une force équivalente à celle d'aventuriers du rang d'argent. Cette révélation laisse Yukito sans voix. À cet instant, il repense à leur assurance et à leur puissance lors du combat, prenant conscience qu'il aurait pu être en réelle difficulté face à eux. Il rit alors doucement et dit à la réceptionniste que ce n'était qu'une affaire de chance, rien de plus, avant d'accepter son nouvel insigne du rang d'argent. La réceptionniste lui sourit et lui répond que l'humilité est justement l'une des qualités qui distinguent les aventuriers de ce rang. Elle lui fait part de sa curiosité et de son enthousiasme à l'idée de voir ses progrès au 10e étage. On apprend alors que les défis auxquels sont confrontés les aventuriers, ainsi que les étages du donjon auxquels ils peuvent accéder, sont déterminés par leur rang. Les aventuriers de rang de cuivre ne peuvent pas descendre au-delà du 10e étage, tandis que ceux du rang d'argent peuvent aller jusqu'au 30e. Quant aux aventuriers de rang d'or, aucune limite ne leur est imposée. Yukito fixe son nouvel insigne avec soin et remet l'emblème de débutant qu'il portait jusqu'alors. Il déclare ensuite à la réceptionniste qu'il a l'intention de commencer à explorer au moins jusqu'au 20e étage. Elle est ravie de son enthousiasme et encourage sa détermination, tout en le mettant en garde. Le 20e étage est particulièrement difficile. Elle lui conseille que, s'il envisage un tel défi, il ne devrait surtout pas s'y lancer seul. Yukito la remercie pour ses conseils avant de prendre congé. En quittant le hall de la guilde, il repense à la rapidité avec laquelle il a gravi les échelons, bien plus vite qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Il se demande si sa rencontre et son affrontement avec les voleurs n'étaient qu'un simple coup de chance. C'est alors qu'un inconnu l'aborde, lui demandant un instant de son temps. Yukito se retourne et découvre un vieil homme posté près de l'entrée de la guilde. Il s'arrête et lui demande ce qu'il veut. Le vieillard désigne les avis de recherche affichés sur le mur, ceux des 2 criminels, et lui demande s'il est bien celui qui les a capturés. Yukito confirme, expliquant que les 2 hommes l'avaient attaqué en premier, mais qu'il avait réussi à inverser la situation et à les vaincre. À ces mots, une profonde émotion traverse le visage du vieil homme. Il prend alors les mains de Yukito entre les siennes et le remercie avec une intensité bouleversante. Pris de court par cette réaction, Yukito remarque bientôt que l'homme âgé pleure. Sortant un papier froissé de sa poche qu'il serre avec force, il révèle que ces 2 criminels avaient tué son fils. Il explique que la police n'était jamais parvenue à les arrêter, mais que grâce à Yukito, justice a enfin été rendue. Il peut désormais trouver la paix. Les paroles du vieil homme touchent Yukito en plein cœur. Il tente de le rassurer, affirmant qu'il n'a fait que son devoir d'aventurier. Pourtant, le vieil homme insiste pour lui exprimer sa reconnaissance et s'incline même devant lui, malgré les tentatives de Yukito pour minimiser son rôle. Les larmes continuent de couler sur son visage tandis qu'il déclare qu'enfin, il peut se rendre sur la tombe de son fils pour lui annoncer la bonne nouvelle. Yukito reste figé, observant ce père endeuillé s'éloigner, méditant sur le fait que, dans sa vie antérieure, jamais personne ne l'avait remercié pour quoi que ce soit. Il baisse alors les yeux vers ses mains.
celle que cet homme avait serrée si fort avec gratitude, et dans le silence, admet que pour la première fois il ressent quelque chose de véritablement profond. C'est alors que Yukito se souvient. Ce monde est voué à la destruction, tout comme l'était son précédent lorsqu'il était déjà un vieil homme. Mais à présent qu'il connaît l'avenir et qu'il est conscient de la catastrophe imminente, doit-il tenter de changer le destin? Il écarte rapidement cette pensée, se rappelant qu'il n'est pas un héros légendaire. Il n'est qu'un simple chasseur de slime. Il n'a pas la force de croire qu'il peut sauver le monde entier. Cependant, il commence à réfléchir à ses priorités actuelles, et la plus importante de toutes est de sauver la vie de sa mère. La scène change alors brusquement. Une étrange caverne faiblement éclairée par des torches vacillantes. Au centre, une table recouverte d'armes tranchantes. Un homme massif frappe soudain le bois de toute sa force dans un accès de fureur. Il rugit de colère, refusant de croire que Yamada et Hashimoto aient réellement été capturés. À travers ces paroles, il devient évident que ces deux criminels sont ceux que Yukito a vaincus et livrés à la police. L'homme déborde de rage, réalisant que cela va ternir la réputation de leur gang. Pire encore, il ne pourra pas verser le tribut qu'il doit au chef suprême, le Big Boss. Son regard brûle de haine alors qu'il fixe le journal, où la photo de Yukito accompagne l'article relatant l'arrestation des criminels. Il jure qu'il ne laissera pas Yukito savourer longtemps sa victoire. Saisissant l'un des couteaux posés sur la table, il le plante violemment dans le visage de Yukito imprimé sur la page, déclarant qu'il le tuera pour se venger. Mais quelques instants plus tard, il repose l'arme et reprend le journal, se rappelant qu'il doit rester prudent. Après tout, Yukito avait réussi à vaincre ces deux hommes à lui tout seul. Se redressant, il reconnaît que Yukito doit être fort pour avoir accompli un tel exploit. Pourtant, quelle que soit sa puissance, lui-même a ses propres méthodes. Il attrape alors l'écharpe suspendue non loin et l'enroule autour de sa tête, murmurant que maintenant que Yukito est devenu sa cible, il ne laissera plus rien au hasard. La scène change une nouvelle fois. Yukito se tient désormais au 15e sous-sol, observant les environs, tout en déclarant que c'est ici que culmine le sommet de la montagne de la mort solitaire. Avançant dans la zone, il examine le terrain accidenté, les sentiers étroits, les détours complexes et les formations rocheuses instables. Non loin de là, un autre groupe d'aventuriers discute de son plan pour se diviser en deux équipes. Yukito songe alors à la difficulté qu'il y aurait à se déplacer en groupe dans un environnement aussi hostile. Il réalise aussi que dans un tel endroit, il serait facile pour quelqu'un de disparaître sans laisser de traces. Il se souvient d'avoir lu dans le manuel de la guilde que des rumeurs circulent affirmant que cette zone est souvent utilisée comme scène de crime. Il dégaine son épée, puis la rengaine calmement, juste au moment où il aperçoit un oiseau gigantesque fondre sur lui à toute vitesse. Même en se préparant à frapper, son esprit reste focalisé sur son objectif, progresser à travers les niveaux jusqu'à atteindre le 20e étage. Il exécute alors une entaille décisive, tuant l'oiseau sur le coup, réaffirmant sa détermination à acquérir ici toutes les compétences qui lui font encore défaut. Il se remémore son plan initial, gagner en puissance en chassant des slimes argentés. Mais après en avoir capturé un si grand nombre, ces créatures ont fini par cesser d'apparaître. Il tombe ensuite sur un autre monstre et l'élimine rapidement, se rappelant que sa priorité doit être la quantité, vaincre le plus d'ennemis possible. Résolu à maximiser ses gains, Yukito poursuit son avancée sans relâche, abattant monstre après monstre avec une précision implacable. Grâce à ses victoires successives, il commence à recevoir diverses récompenses, dont un nouvel ensemble d'équipements de guerrier composé d'un arc, d'une épée et d'une paire de gants. Ce qu'il ignore, c'est qu'un homme l'observe attentivement. Un membre d'un gang animé par un désir de vengeance. Caché, il analyse chaque geste de Yukito, confirmant son identité. Il se bat seul, manie une épée forgée à partir d'un slime argenté et ne porte aucun bouclier. L'assurance du jeune homme le fait bouillir de colère. Comment ose-t-il chasser aussi librement sur son territoire? Pourtant, l'homme décide de ne pas passer à l'action immédiatement. Il estime qu'il vaut mieux attendre que Yukito baisse sa garde pour l'attaquer au moment idéal. Ainsi, il continue à le surveiller dans l'ombre jusqu'à la tombée de la nuit. Yukito allume un feu pour se réchauffer et éclairer les lieux, puis installe sa tente sur la montagne. De loin, l'homme ne perd pas une miette de la scène. L'agacement le gagne, comprenant que Yukito compte probablement rester ici un long moment. Mais soudain, un sourire sinistre étire ses lèvres. Une idée brillante vient de germer dans son esprit. Il réalise qu'il n'a même pas besoin de l'affronter directement.
Il a un plan bien plus ingénieux. Sans perdre une seconde, il s'éloigne pour le mettre à exécution, s'appuyant sur sa connaissance approfondie des lieux. Il médite sur le fait que le monde obéit à un écosystème bien structuré et que celui des monstres suit les mêmes règles naturelles. Parvenant jusqu'au nid d'un oiseau géant, il trouve la mère postée, veillant sur son petit. Profitant de l'occasion, il détruit le nid et tue l'oisillon, qui se nourrissait encore d'insectes. Voilà la première étape de son plan, réduire la population de prédateurs. La seconde consiste à accroître celle des proies. Pour cela, il se rend sur un site où vivent de nombreux insectes, la principale source de nourriture des oiseaux. Là, il répand une grande quantité de nourriture qu'il avait récoltée à leur intention. Il est convaincu que les monstres se reproduisent à un rythme accéléré et que bouleverser la chaîne alimentaire entraînera une explosion incontrôlable du nombre de proies. Ensuite, il retourne à sa cachette habituelle, sachant qu'il n'est plus qu'une question de temps avant que son plan ne porte ses fruits. Serrant son arme dans sa main, il savoure la brillance de sa stratégie. Tout semblera n'être qu'une catastrophe naturelle, un simple accident malheureux, comme il en arrive tant à des aventuriers isolés. Sortant de sa planque, il se persuade que cela passera pour de la malchance. Un aventurier solitaire de plus, submergé par une horde de monstres. Il poursuit alors l'exécution de son plan, satisfait de savoir que cette méthode éliminera Yukito sans éveiller le moindre soupçon ni attirer l'attention des autorités. La dernière étape survient lorsqu'il libère un répulsif de classe C, un élément réputé pour faire fuir les insectes. Ouvrant la pochette qu'il transporte, il disperse le répulsif au-dessus des prédateurs, grouillant sous ses pieds. Aussitôt, les insectes, désormais en pleine prolifération incontrôlable, commencent à fuir en masse, désespérés d'échapper à la source du répulsif. Tandis qu'il observe la scène, un sourire satisfait se dessine sur son visage. Puis, dans un ricanement sinistre, il murmure que le nuage d'insectes fonce droit sur Yukito, espérant qu'ils le dévoreront jusqu'à ne laisser pas même un os derrière eux. De son côté, Yukito reste concentré sur la traque d'un monstre, déterminé à aiguiser ses compétences et à augmenter son nombre d'éliminations comme prévu. Mais soudain, un bruit étrange retentit, difficile à identifier. Il remarque alors que le ciel s'est assombri de manière anormale. D'abord, il pense qu'il s'agit d'un simple amas de nuages épais, mais il comprend vite que ce n'est pas le cas. Alors que la masse menaçante se rapproche, la vérité éclate. Il s'agit d'un essaim colossal d'insectes volants féroces connus sous le nom de Deathcasters. Devant l'ampleur de la horde, Yukito rengaine aussitôt son épée, comprenant qu'il est impossible de les affronter seul. Sans perdre une seconde, il se met à courir, conscient qu'il doit trouver du renfort pour repousser cette marée monstrueuse. Le problème, c'est qu'il ignore où trouver un groupe d'aventuriers suffisamment puissants. Alors qu'il fonce à toute allure, un souvenir lointain refait surface. Dans une vie antérieure, il avait entendu parler d'une base de ravitaillement quelque part à cet étage. La conversation évoquait que, depuis l'établissement de la base du Mont Triangle, l'ascension du sommet de la montagne de la mort solitaire était devenue bien plus accessible. Quelqu'un avait alors mentionné que cette base se trouvait dans la caverne de la Terre Rouge. Prenant conscience que le guide de l'étage qu'il avait consulté ne contenait aucune mention de cette base, Yukito se met à scruter sa carte à la recherche de la localisation de la dite caverne. Il s'y dirige aussitôt, mais à son arrivée, un à-pic escarpé bloque son passage, l'obligeant à envisager un détour. Pourtant, face à l'urgence, il décide de descendre la pente directement, utilisant son épée comme appui pour stabiliser sa chute et atterrir sans se blesser. Arrivé en bas, il remarque que la couleur du sol se distingue du terrain environnant, mais il n'est pas certain d'être au bon endroit. Pour s'en assurer, il commence à crier à tue-tête, appelant d'éventuels aventuriers présents à l'intérieur, les prévenant d'une attaque imminente de monstres et les exhortant à sortir. Aucun son ne lui répond. Rien ne se passe. Pendant ce temps, l'essaim d'insectes approche dangereusement. Constatant qu'il n'a plus le choix, il lève son épée et commence à frapper la paroi de la caverne, bien décidé à forcer l'entrée. Il crie que la situation est critique et qu'il n'hésitera pas à entrer par la force s'il le faut. Toujours aucun signe de vie. Mais soudain, sous l'impact de ses coups, la roche commence à se fissurer, ouvrant une large brèche. Il jette un œil à l'intérieur et confirme qu'il a bien trouvé la caverne de la Terre Rouge. Mais ce qu'il voit le laisse sans voix. Un grand groupe de personnes gît au sol, ligotées, réduites à leurs sous-vêtements. Yukito reste figé, incapable de comprendre ce qui a pu leur arriver, qui est responsable ou ce qu'il doit faire ensuite.
Un instant, il se demande s'il n'a pas interrompu un étrange rituel ou une réunion secrète, mais il réalise rapidement que tous sont entravés, les mains liées et bâillonnées pour les empêcher de parler. Prenant conscience de la gravité de la situation, il dégaine immédiatement son épée et entre dans la caverne. Rapide et précis, il se faufile entre les captifs et tranche habilement les cordes qui les retiennent. À peine libérés, les prisonniers le remercient avec ferveur, lui disant qu'il les a sauvés alors qu'ils avaient perdu tout espoir. Lorsqu'il demande ce qui s'est passé et qui en est responsable, l'un d'eux explique qu'ils ont été pris en embuscade par un groupe de voleurs et qu'ils ont perdu connaissance après avoir reçu des attaques d'une puissance phénoménale. Une femme intervient alors, précisant qu'ils n'ont pas été tués sur le champ, car les assaillants comptaient les vendre. Un autre confirme ces dires, soupçonnant qu'ils sont tombés entre les mains de trafiquants d'êtres humains. Yukito écoute attentivement les aventuriers qu'il vient de secourir alors qu'ils discutent de leur sort. Il comprend rapidement que cet endroit, censé servir de base de soutien pour les aventuriers, avait en réalité été détourné de sa fonction et transformé en repère de criminels par ces bandits. Il commence alors à se demander s'il n'a pas accidentellement mis les pieds dans un événement destiné à se produire dans le futur. Il se souvient que, dans sa vie antérieure, les autorités devaient capturer un groupe de voleurs aventuriers à cet endroit précis, et ce dans un avenir relativement proche. Par la suite, des efforts auraient été déployés pour établir ici une véritable base de soutien pour aventuriers. Mais il semble être arrivé bien avant que ces événements ne se déroulent comme prévu à l'origine. Il se rappelle également que dans son ancienne vie, il ne prêtait que peu d'attention à ce qui se passait autour de lui. Pendant 70 ans, il s'était consacré exclusivement à la chasse au slime. Son sens du temps étant complètement distordu, il considérait les personnes de 40 ou 50 ans comme de simples enfants à ses yeux. Mais réalisant qu'il s'égare dans des réflexions inutiles, il choisit de remettre ses pensées à plus tard. Observant les captifs désormais libres, Yukito comprend que cette tournure inattendue des événements ne lui laisse qu'une seule option possible. Il devra faire appel à eux pour affronter la horde monstrueuse qui approche. Il les interpelle alors, reconnaissant leur choc et leur détresse, mais les enjoignant à l'écouter attentivement. D'un geste, il désigne la nuée qui s'avance vers eux, les avertissant d'une catastrophe imminente. Une immense horde de Deathcaster est sur le point de s'abattre sur eux. À cet instant, la vague monstrueuse atteint enfin leur position. Les survivants libérés sortent de la caverne, et en voyant le nombre d'insectes, ils restent figés, muets de stupeur. L'un d'eux demande, d'une voix tremblante, si Yukito est sûr qu'il ne s'agit que de Deathcaster. Une autre voix suggère qu'il pourrait être face à ce que l'on appelle une panique monstrueuse. Mais une aventurière intervient aussitôt, affirmant que même dans ce cas, leur nombre dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Yukito prend alors la parole, expliquant au groupe qu'ils n'ont plus le temps de débattre. S'ils veulent survivre à ce péril, ils doivent impérativement coopérer avec lui. Quelqu'un demande comment il pourrait bien se battre dans ces conditions, tandis qu'un autre fait remarquer que fuir est impossible face à une telle marée de créatures. Une femme, terrifiée, déclare que survivre semble impensable, surtout qu'ils sont désarmés et sans aucune protection. Un autre confirme, rappelant que les voleurs avaient tout volé, armes et équipements compris. Mais Yukito les rassure aussitôt, le manque de matériel ne sera pas un problème. Il ouvre alors son inventaire et en sort une réserve impressionnante d'armes, ajoutant avec un sourire qu'il en a tellement qu'elle prenait littéralement la poussière. Il étale le tout devant eux et les invite à choisir ce qui leur convient le mieux. Le groupe reste bouche bée devant une telle profusion d'équipements. Leur surprise s'accentue encore lorsque Yukito leur dit qu'il peut même transférer la propriété des armes s'il le souhaite. Il le regarde, incrédule, demandant s'il est vraiment sérieux, car ces armes sont bien supérieures à ce qu'on trouve normalement à ce niveau. Une femme note que ces armes sont extrêmement rares, tandis qu'un autre s'interroge sur la manière dont Yukito a pu réunir une telle collection. Très vite, il commence à l'observer avec plus d'attention, murmurant entre eux, se demandant qui il peut bien être, puisqu'aucun d'eux n'a jamais vu son nom apparaître dans un classement connu. Une fois le choc passé, chacun se met à choisir l'arme qui lui convient. Un homme s'empare d'une épée, provoquant la protestation amusée de son compagnon, qui finit par opter pour une lance. D'autres se tournent vers les armures, jugeant la protection plus cruciale que les armes elles-mêmes. L'homme à l'épée s'extasie, affirmant que s'il la revendait, il pourrait faire fortune. Yukito leur demande alors s'ils sont prêts à se battre à ses côtés,
sous son commandement, précisant que sa requête n'a rien à voir avec les armes qu'il leur a offertes. Une femme hésite, incertaine sur la suite à donner, mais sa compagne lui rappelle que Yukito vient de leur sauver la vie. Il est donc naturel de le soutenir. D'autres acquiescent, soulignant qu'il ne s'est pas contenté de les libérer. Il leur a aussi donné des armes et de l'équipement de qualité supérieure. Une femme s'avance, teste l'arc et les flèches qu'elle vient de recevoir, puis déclare fermement son allégeance à Yukito, prête à suivre ses ordres sans hésitation. Un autre aventurier accepte lui aussi de se joindre au groupe, affirmant qu'il refuse de devenir une proie facile pour l'essaim qui approche. À ce moment-là, Yukito fait un pas en avant et s'adresse à tous, les remerciant d'avoir accepté de le suivre. Il observe rapidement les environs et remarque que l'entrée de la grotte est étroite, un détail crucial qu'il compte bien exploiter pendant le combat à venir. Il explique que cet étranglement empêchera les monstres d'entrer en masse, les forçant à affronter les aventuriers en petit nombre. Il leur ordonne alors de se concentrer sur l'objectif principal, réduire l'essaim autant que possible avant que la situation ne dégénère. Chacun commence alors à se préparer pour la bataille, tandis que Yukito se poste en première ligne, son arme fermement en main. D'une voix assurée, il déclare que l'heure du combat est arrivée. C'est à cet instant que les monstres commencent à se déverser dans la grotte. Yukito prend la tête, tranchant ses ennemis avec précision, éliminant chaque créature sans ralentir, enjambant les corps tombés. Derrière lui, les autres aventuriers luttent avec acharnement, maniant les armes qu'ils ont choisies pour repousser les créatures s'engouffrant par les trois passages. À l'extérieur de la grotte, une horde gigantesque de monstres s'accumule, freinée par l'ouverture restreinte qui ralentit leur progression. Mais à force de frappes répétées, les monstres commencent à fissurer les parois rocheuses de l'entrée. Leur nombre démesuré élargit peu à peu le passage. Alors que l'ouverture s'agrandit, davantage de monstres pénètrent en même temps dans la grotte, prenant les aventuriers de court et augmentant la pression sur eux. Face à cette marée incessante, l'un d'eux s'écrie, incrédule, que les monstres ne cessent d'arriver. On dirait qu'ils sont infinis. Yukito entend d'autres commentaires semblables autour de lui et sent que le désespoir commence à gagner ses compagnons. À cet instant, il comprend que leur stratégie n'a pas donné les résultats escomptés. Le doute s'installe aussi en lui. Peuvent-ils vraiment résister à un tel déferlement? C'est alors qu'un craquement résonne au-dessus de lui, suivi de chutes de petits rochers provenant du plafond. Un aventurier lance un cri d'alerte. La voûte de la grotte menace de s'effondrer. Yukito ordonne la retraite immédiate, tout en préservant la formation défensive. Quelques secondes plus tard, une large portion du plafond s'écroule, permettant aux monstres d'envahir la grotte d'un seul coup, forçant les aventuriers à se disperser. Ils se regroupent tant bien que mal, mais découvrent avec effroi que les monstres ont désormais envahi l'ensemble de la grotte. L'un d'eux, inquiet, fait remarquer que si cela continue, les créatures pourraient finir par faire s'effondrer toute la montagne. Tous se tournent vers Yukito, dans l'attente d'un nouveau plan. Ils comprennent que si rien ne change, leur destin est. Mais avant que la phrase ne soit terminée, Yukito remarque autre chose. Il aperçoit une ouverture de l'autre côté de la grotte, l'entrée d'une ancienne mine, abandonnée. Il comprend immédiatement de quoi il s'agit. Un site inachevé, instable, susceptible de s'écrouler à tout instant. Près de l'entrée, il repère un tas de bâtons de dynamite éparpillés. Il comprend aussitôt. Des voleurs ont probablement tenté d'aménager cet endroit pour en faire leur repère. Mais ont abandonné une partie de leur équipement. Sans perdre une seconde, Yukito court jusqu'à la dynamite et s'en empare, réalisant qu'ils peuvent retourner la situation à leur avantage. Une notification apparaît. Yukito a obtenu de la dynamite brute. Il appelle immédiatement les autres aventuriers, leur expliquant qu'il existe plusieurs bâtons de dynamite dispersés dans la grotte et leur ordonnant de les retrouver et d'en rassembler le plus possible. Le groupe s'exécute et se disperse pour fouiller les lieux. L'un d'eux découvre un lot de dynamite et confirme qu'elle peut être utilisée comme arme. Mais une certaine nervosité s'installe dans les rangs. Personne ne sait encore exactement comment l'utiliser sans risquer une catastrophe. Malgré tout, Yukito et les aventuriers continuent de combattre sans relâche les Deathcasters, heure après heure. Malgré tous leurs efforts, l'assaut monstrueux ne montre aucun signe de faiblesse. Les créatures affluent avec une rage implacable, comme si leur nombre était sans fin. Au fil des affrontements, les monstres finissent par détruire près des 2 tiers du sommet de la montagne où se déroule le combat.
La destruction provoquée par les monstres a désormais laissé la caverne complètement exposée des deux côtés. À l'extrémité opposée, deux aventurières restent figées par la peur. L'une d'elles, la voix tremblante, murmure qu'elles sont complètement piégées. De l'autre côté, d'autres aventuriers affichent une angoisse palpable. L'une avoue qu'elle a épuisé toute son endurance. Son compagnon lui répond que les parois de la caverne ne tiendront plus très longtemps. Yukito observe la scène, évaluant leur situation critique, cherchant désespérément une issue. Puis, soudainement, il comprend qu'il ne leur reste plus qu'une seule option. Il interpelle tous les aventuriers, leur ordonnant de lui remettre toute la dynamite qu'ils ont réussi à récupérer. Un à un, ils commencent à lui tendre les explosifs. Le premier, en le faisant, déclare qu'il doute que cela suffise à anéantir les monstres. Une autre aventurière hésite avant de donner sa part, exprimant son scepticisme quant à l'efficacité de la dynamite. Cela semble n'être qu'une goutte d'eau dans l'océan. Tandis que le reste du groupe remet les explosifs collectés, un sentiment de désespoir plane parmi eux. Aucun ne croit réellement que cela suffira à stopper la horde déchaînée. À cet instant, Yukito élabore sa stratégie finale. Il prévoit d'utiliser la dynamite pour faire s'effondrer toute la zone, ensevelissant les monstres sous les gravats. Il récupère toute la dynamite de son inventaire, en tenant compte d'un fait crucial. Ces créatures sont d'une intelligence extrêmement faible, ce qui les pousse à attaquer la menace perçue comme la plus grande. Il commence à placer les explosifs de manière stratégique à des points clés, se rappelant que les monstres ciblent toujours celui qui a éliminé le plus grand nombre des leurs. Et dans ce cas, il s'agit bien de lui, Yukito. À ce moment-là, les insectes monstrueux parviennent à ouvrir une large brèche dans le plafond de la caverne. Un aventurier hurle, avertissant tout le monde que l'endroit est sur le point de s'effondrer. Yukito a déjà terminé de placer les explosifs à leurs emplacements désignés, alors il crie aux autres de fuir immédiatement. Tous s'élancent hors de la caverne à toute vitesse, mais l'un d'eux s'arrête à la sortie et demande à Yukito s'il compte se sacrifier en déclenchant l'explosion avec les Deathcasters. Yukito lui adresse un sourire confiant avant de répondre qu'il sait exactement ce qu'il fait et lui demande simplement de lui faire confiance. Comme prévu, tous les monstres restants se rassemblent autour de Yukito, prêts à fondre sur lui. Tenant sa position, il pense qu'il existe des moments dans la vie où il faut prendre des risques. Et celui-ci en est incontestablement un. Il donne alors un ordre au système, lançant la détonation totale des explosifs. Une notification s'affiche demandant une confirmation que Yukito valide immédiatement. Il bondit ensuite depuis la partie supérieure de la caverne vers une corniche inférieure, déterminé à en finir une bonne fois pour toutes avec ces créatures. Mais soudain, une nouvelle notification apparaît, l'avertissant que le taux de réussite de la détonation n'est que de 50%, car il ne possède pas la compétence de démolition nécessaire. Yukito comprend que son niveau est insuffisant pour utiliser une telle capacité, mais il décide de miser sur sa chance. Une autre notification s'affiche, révélant que, puisque les matériaux utilisés sont des explosifs bruts, le taux de réussite chute à seulement 25%. Désormais, Yukito n'a plus qu'un seul choix, espérer que la chance soit de son côté. Puis, une notification confirme enfin que la détonation a été déclenchée avec succès. Yukito ressent un immense soulagement en constatant que son plan a fonctionné. À ce moment-là, toutes les charges explosent simultanément, annihilant les monstres à l'intérieur de la caverne, tandis que Yukito plonge dans une crevasse voisine, échappant de peu aux rayons de l'explosion. Pendant sa chute, il utilise les débris du souffle pour se propulser en plein vol, bondissant entre les rochers qui tombent afin d'esquiver les attaques. Il enchaîne ensuite avec la technique de l'épée des grandes strates, un coup dévastateur qui élimine d'un seul mouvement une grande partie des insectes restants. La bataille semble toucher à sa fin, mais Yukito aperçoit alors un insecte colossal encore en vie. Il a résisté à tout jusqu'à présent, démontrant sa puissance et son refus de tomber. Yukito le fixe avec assurance, déclarant que c'est ici que tout s'arrête, que sa menace, à lui comme aux autres aventuriers, prend fin maintenant. Il se prépare alors à porter le coup final. Utilisant la technique de l'aiguillon d'abeille, il assène une attaque précise et fulgurante qui tranche l'immense insecte en deux. Les aventuriers, témoins de l'intégralité du combat, remarquent que la créature géante visait Yukito en particulier. Cependant, ils réalisent aussi qu'il se retrouve désormais dans une position périlleuse, sans moyen évident de remonter. Yukito tente de se stabiliser en plantant son épée dans la roche pour freiner sa chute, mais il découvre rapidement que les pierres sont trop friables. Son épée dérape,
et il chute dans le vide. C'est alors qu'une corde lui est soudainement lancée, accompagnée d'une voix qui l'exhorte à s'y accrocher pour qu'on puisse le hisser. Sans hésiter, Yukito s'empare de la corde et découvre que tous les aventuriers ayant échappé à la grotte unissent leurs forces, agrippés à la corde, tirant de concert pour le sauver. Grâce à leur effort collectif, ils parviennent à le ramener en sécurité au sommet de la falaise. Assis au bord du précipice, Yukito savoure cet instant de victoire, se disant qu'il avait misé sur la chance et qu'il a gagné. Les aventuriers se rassemblent alors autour de lui pour lui exprimer leur gratitude. L'une des femmes lui dit qu'il leur a sauvé la vie à tous. Un autre aventurier, encore sous le choc, fait remarquer qu'en dépit de la violence du combat, aucun d'eux n'a subi de blessures graves. Le groupe entier est submergé par la joie, célébrant une survie arrachée à ce qui semblait être une mort certaine. Quant à Yukito, il ressent quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis bien longtemps, un profond sentiment d'accomplissement. À cet instant, des notifications apparaissent, confirmant que grâce au nombre impressionnant de lance-morts qu'il a vaincus, Yukito a gagné 3 niveaux et a acquis une nouvelle compétence, l'instinct du guerrier. La scène bascule alors vers un autre lieu, où le membre du gang à l'origine de tout ce complot est en proie à une rage incontrôlable, détruisant tout autour de lui après avoir appris le succès de Yukito dans l'anéantissement de l'essaim. Sa frustration grandit à mesure qu'il comprend que Yukito ne s'est pas contenté de survivre. Il a éradiqué leurs repères et libéré tous les captifs qui étaient enfermés. Pris de panique, il réalise que si cela continue ainsi, il sera le prochain à tomber. Il sait pertinemment que le grand patron ne lui laissera aucune chance après un tel désastre. Accablé, il attrape une bouteille d'alcool et l'engloutit dans l'espoir vain de calmer ses nerfs. Mais au final, sa fureur l'emporte. Il fracasse la bouteille au sol, jurant qu'il tuera Yukito, quoi qu'il en coûte, même si cela devait lui coûter la vie. La scène se déplace ensuite à la guilde des aventuriers, où Yukito se tient au centre d'une foule, tous les regards braqués sur lui. À cet instant, il prend conscience qu'il est devenu célèbre parmi les aventuriers, en raison de ses récents exploits. La réceptionniste de la guilde s'approche de lui avec un sourire entendu, lui annonçant qu'il a encore réussi un coup d'éclat. Il vient d'être promu une nouvelle fois. Autour de lui, les murmures commencent à fuser. Quelqu'un s'exclame que c'est lui, celui qui a fait s'effondrer la montagne. Une aventurière ajoute qu'elle a entendu dire qu'il avait aussi sauvé de nombreuses personnes. Dans un coin de la guilde, 2 chefs de guilde l'observent attentivement. L'un tente de recruter Yukito, mais l'autre l'interrompt aussitôt, affirmant que sa propre guilde serait un meilleur choix. Yukito tente de se frayer un chemin à travers la foule, ignorant ceux qui cherchent à l'approcher ou à l'enrôler. Il leur dit qu'il est pressé, tout en pensant qu'il n'a ni le temps ni le luxe de nouer des amitiés ou des alliances pour le moment. Son objectif reste intact, obtenir l'élixir de guérison qui sauvera sa mère. Tout le reste, y compris les liens affectifs, ne ferait que le ralentir. En ouvrant son inventaire de récompenses, il réfléchit au système de butin. Dans les batailles de groupe, la répartition est aléatoire, tandis que pour un aventurier solitaire comme lui, elle est organisée et structurée. De plus, les chances que d'autres aventuriers obtiennent des objets rares sont incroyablement faibles, ce qui lui fait comprendre que ses gains ne sont pas dus uniquement à la chance. Enfin, il quitte la guilde, se rappelant que, dans sa vie passée, il avait toujours vécu comme un aventurier solitaire et qu'il n'a aucune raison de changer aujourd'hui. Plus tard, de retour chez lui, il est accueilli par une surprise inattendue. Sa famille a préparé un festin somptueux en son honneur. Sa sœur, pleine d'enthousiasme, lui annonce qu'il peut manger autant qu'il le souhaite, un luxe rare dans leur foyer modeste. Yukito rejoint sa mère et sa sœur à la table, où règne la joie et la gratitude. Ensemble, ils récitent une prière pour remercier le ciel de ce repas. À cet instant, Yukito ressent la chaleur d'une famille aimante, un sentiment qui lui avait cruellement manqué dans sa vie précédente. Il prend conscience que, malgré leur pauvreté, ils n'avaient jamais cessé de célébrer leur petite tradition familiale. Sa sœur, Nozomi, bavarde avec animation, le félicitant pour son exploit extraordinaire. Elle lui annonce qu'il est désormais enfin éligible à relever le défi du 20e étage, une prouesse en soi. Leur mère, cependant, le regarde avec inquiétude et lui demande s'il va vraiment bien. Elle lui confie que les voisins lui ont dit que l'épreuve du 20e étage représente un tournant décisif pour tout aventurier. Nozomi ajoute avec une pointe d'anxiété qu'elle a fait des recherches en ligne et découvert que seulement 15% des aventuriers atteignent un jour le 20e étage.
Elle sort même son téléphone pour lui montrer les statistiques. C'est alors que leur mère intervient fermement, priant Nozomi de ranger son téléphone pendant le repas. Yukito les rassure, affirmant qu'il se porte véritablement bien. Il leur demande alors si elle réalise pleinement l'ampleur des exploits qu'il a accomplis en si peu de temps. Sa mère jette un regard vers la coupure de journal affichée fièrement sur le mur, où l'on voit la photo de son fils. Elle lui dit qu'elle est immensément fière de ses efforts nobles pour aider le monde. Mais elle ajoute aussitôt qu'elle ne veut pas qu'il se dépasse à en perdre la santé, expliquant qu'il est incroyablement difficile pour des parents de voir leur enfant risquer sa vie pour les autres. À ces mots, des souvenirs de la mort de sa mère dans sa vie passée remontent dans l'esprit de Yukito, faisant naître une émotion profonde. Ses yeux se remplissent de larmes. D'une voix étranglée, il confie à sa mère qu'il est tout aussi douloureux pour un enfant de voir un membre de sa famille souffrir de maladie. Sa mère s'apprête à lui répondre, mais Nozomi l'interrompt, affirmant qu'il est inutile de poursuivre cette discussion. Elle déclare avec fermeté que Yukito a toujours été têtu. Une fois qu'il a une idée en tête, rien ne peut le faire changer d'avis. Leur mère pousse un soupir, renonce à insister, puis sourit en disant que Yukito tient sa ténacité de son père. Yukito continue de manger, rassurant une fois encore sa mère en lui expliquant qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Il lui assure qu'il fait tout cela parce qu'il le veut et parce que cela le rend heureux. Sa mère et sa sœur reprennent leur repas, tandis que Yukito observe sa mère, songeant à l'impuissance qu'il avait ressentie lorsqu'il n'avait pas pu la sauver dans sa vie antérieure. Cette réalité reste une blessure profonde en lui. Il comprend que pour effacer ce passé douloureux et enfin repartir à zéro, il doit obtenir l'élixir de guérison à tout prix. Après avoir terminé son repas, Yukito prie en signe de gratitude, puis se prépare à quitter la maison pour poursuivre sa mission. La scène se déplace alors au 20e étage du donjon, connu sous le nom de Grande Muraille de Métaphysique. Dès qu'il y pose le pied, il remarque que son architecture est radicalement différente de tout ce qu'il a exploré auparavant. Soudain, deux créatures étranges apparaissent devant lui, lui faisant immédiatement comprendre que tous les monstres de cet étage sont inorganiques. Bien qu'il n'ait jamais affronté ce type d'ennemi, il dégaine son épée sans hésitation, leur coupant toute possibilité d'attaque. Il réfléchit alors. Des tueurs sans cœur ni émotion comme ces créatures représentent sans doute le plus grand danger de tous. À cet instant, il est pris en embuscade par un groupe encore plus terrifiant, qui l'attaque de toutes parts. Cependant, grâce à son expertise en combat, il parvient à parer leurs coups et à les éliminer sans difficulté. Il comprend que leur danger ne réside pas dans leur puissance brute, mais dans leur méthode d'attaque méthodique et implacable. Continuant son avancée, il atteint une zone faiblement éclairée, où il aperçoit une immense porte. Mais devant celle-ci se dresse un amas de pierres étranges, émettant une intense lueur rouge. Soudain, les rochers commencent à bouger, prenant la forme d'une créature colossale, semblable à une machine de pierre. En la voyant, Yukito comprend immédiatement que la clé de la victoire réside dans l'analyse du schéma d'attaque du monstre. S'il parvient à le déchiffrer, alors la victoire devient possible. La créature passe à l'offensive, et Yukito tente tant bien que mal de parer ses coups ou de la frapper avec son épée. Hélas, ses attaques se révèlent inefficaces. L'extérieur rocheux du monstre lui confère une résistance prodigieuse. Malgré cela, Yukito garde confiance en ses capacités. Il ne sait pas encore comment le vaincre, mais il sent qu'une solution existe. Après avoir observé attentivement les mouvements de l'ennemi, une idée germe dans son esprit. Dès que la bête entame sa prochaine attaque, Yukito bondit vers elle, visant directement son unique œil avec son épée. Son analyse était juste. Le coup atteint sa cible avec une précision chirurgicale, infligeant une blessure critique qui pulvérise entièrement la créature de pierre. Debout devant l'imposante porte que gardait le monstre, Yukito s'avance et commence à la pousser, déterminé à poursuivre sa route. Tandis qu'il fait coulisser les lourds battants, il réalise que cette journée marque un tournant décisif dans sa vie, le véritable commencement de son nouveau voyage. En ouvrant la porte, il entre dans une vaste salle où d'intriqués cercles magiques sont gravés à même le sol. Soudain, la porte se referme violemment derrière lui et il se retrouve face à un autre monstre de pierre, encore plus gigantesque et puissant que le précédent. Yukito examine chaque partie de son corps, à la recherche du moindre point faible. C'est alors que la créature commence à bouger, prenant une posture offensive. Il comprend qu'il s'agit du golem ancien, le gardien du 20e étage, le véritable boss.
Cet adversaire est doté d'une résistance exceptionnelle et d'une force d'attaque écrasante. Après une brève analyse, Yukito conclut que sa seule caractéristique notable est sa force physique brute. Prenant l'initiative, il fonce vers le golem, esquivant habilement ses mouvements. À sa grande surprise, bien qu'il soit un boss de niveau supérieur, sa vitesse reste plutôt moyenne. Yukito tente alors une attaque avec son épée, mais celle-ci ne fait presque aucun dégât. Il commence à douter. Est-il seulement possible d'entamer ce corps de pierre? Pendant ce temps, un membre d'un gang se tient derrière la porte, observant tout ce qui se déroule dans la salle. Soudain, les cercles magiques au sol s'illuminent en rouge, et une autre créature surgit au centre de la pièce. Yukito, stupéfait, découvre qu'un deuxième monstre est apparu. Il regarde autour de lui, cherchant à comprendre l'origine de cette anomalie, puis dirige son regard vers la porte. Il comprend alors qu'un intrus est présent. Pourtant, il ne perçoit aucune autre présence, ce qui le trouble profondément. Il sait que tomber dans un double combat contre deux monstres par simple erreur ou accident est une situation trop absurde pour être crédible, même pour un novice. Alors qu'il tente de reconstituer le puzzle, le membre du gang lance une dague dans sa direction. Yukito l'aperçoit à la toute dernière seconde. Malgré l'attaque surprise, il réagit avec une rapidité fulgurante, déviant la lame d'un seul mouvement de son épée. À cet instant précis, il comprend avec certitude. Ce n'est pas un hasard. Quelqu'un tire les ficelles dans l'ombre. L'intrus, furieux, l'observe. Incrédule devant sa capacité à parer une attaque aussi soudaine. Pourtant, il reprend vite ses esprits, se persuadant que l'agilité et le talent de Yukito ne changeront rien à l'issue du combat. Il possède des capacités qui lui donnent un net avantage. Il se remémore les recherches qu'il avait menées sur le 20e étage, persuadé à l'époque que Yukito était fou de s'y aventurer seul. Dans ses lectures, il avait appris que vaincre le boss nécessitait au minimum 4 aventuriers travaillant de concert. Une fois qu'il eut la certitude que Yukito avait pénétré cet étage, il décida de le suivre et de provoquer l'apparition du deuxième boss. Car la présence de 2 aventuriers au lieu d'un seul active cette mécanique. Il esquisse un sourire, peu inquiet à l'idée d'être repéré par le boss. En tant que voleur de haut rang, son niveau dépasse celui de Yukito, et il lui suffit de miser sur ses compétences de furtivité. Il est révélé qu'il possède la compétence pas du chat, lui permettant de se déplacer avec légèreté et agilité au milieu des monstres. De plus, grâce à l'aptitude traversée des ombres, il est capable de pénétrer dans les zones infestées de créatures, de les provoquer jusqu'à les rendre furieuses, puis de disparaître sans laisser la moindre trace. C'est pour cette raison qu'il est entièrement confiant dans la réussite de son plan, persuadé qu'il peut désormais laisser Yukito seul face au monstre. En plus de cela, il est équipé de la cape de dissimulation, un objet rare de rang S qui réduit considérablement les chances que sa position soit repérée. Il jette un coup d'œil à Yukito, certain d'être totalement invisible, pendant que ce dernier continue de scruter les environs à la recherche de l'intrus, tirant les ficelles. Au même instant, les 2 monstres attaquent simultanément, lui faisant réaliser qu'il ne s'agit pas seulement d'un combat déséquilibré, mais bien d'un affrontement à 3 contre 1. Peu après, l'intrus dégaine une nouvelle dague, l'enduit de poison, et déclare que s'il parvient à toucher Yukito ne serait-ce qu'une seule fois avec cette lame, le combat sera terminé sur le champ. Il lance la dague en direction de Yukito, affirmant qu'ainsi il le pousse progressivement dans ses retranchements, et qu'il n'y a nul besoin de se précipiter. L'arme atteint sa cible et s'apprête à infliger une blessure sérieuse, mais elle ne fait qu'effleurer sa joue, laissant une mince entaille, juste assez pour que le poison agisse. Cependant, le voleur est immédiatement averti que l'empoisonnement a échoué, ce qui le frustre profondément. Il se demande où Yukito a bien pu dissimuler un antidote, surtout avec une armure aussi légère. Il reprend néanmoins vite son calme, affirmant que cela n'a pas d'importance puisque ces dagues n'étaient qu'un moyen de garder le contrôle sur Yukito, et qu'il lui reste encore de nombreuses armes légères et tranchantes en réserve. Il décide alors de passer à l'étape suivante, lançant toutes ses armes en direction de sa cible, tout en soulignant qu'il a toujours préféré les pièges. Ensuite, il jette un ensemble de petites sphères perforées. Soudain, ces dernières libèrent une pluie de minuscules flèches qui se dispersent dans toutes les directions. Il affirme alors que ce tour suffit à lui seul à assurer la victoire. Utilisant ensuite la compétence traversée des ombres, il relie les piliers de la salle à l'aide d'un réseau de fils barbelés. Il devient rapidement évident que ces fils sont également électrifiés, et il explique qu'il s'est toujours reposé sur ses pièges.
qui ne l'ont jamais trahi. Il imagine alors une nouvelle astuce, déclarant qu'avec autant de pièges disposés partout, Yukito ne pourra quasiment plus bouger. Il conclut qu'il ne reste plus qu'aux deux monstres à achever leur cible. Effectivement, Yukito se retrouve à affronter les chefs des premier et deuxième étages, complètement encerclés par les pièges, les sphères, les flèches et les fils électrifiés. À cet instant, le voleur ressent une immense fierté pour son œuvre, s'installant confortablement en disant qu'il ne lui reste plus qu'à profiter du spectacle à distance. Mais son sourire s'efface bien vite lorsqu'il voit Yukito se mouvoir avec une agilité remarquable, esquivant sans effort tous les pièges. Le choc le plus brutal survient quand il réalise que Yukito le regarde droit dans les yeux en plein saut. Son trouble s'intensifie lorsque Yukito soutient son regard et avec un sourire moqueur, lui demande s'il a épuisé toutes ses astuces et ses pièges. Son visage se fige dans une expression d'incrédulité totale, alors qu'il se demande frénétiquement « Se pourrait-il que Yukito puisse réellement me voir ?» Yukito se penche alors pour ramasser une des dagues du voleur tombée au sol, faisant remarquer qu'il pourrait au moins répondre, au lieu de rester muet ainsi. Puis, il lui lance la dague avec force, ajoutant sarcastiquement que le voleur doit vraiment beaucoup l'admirer pour le poursuivre avec une telle insistance. Le voleur panique en voyant la lame filer droit vers lui, confirmant ainsi sa pire crainte. Yukito peut bel et bien le voir. Tremblant, il exige de savoir comment Yukito a découvert sa cachette. Ce dernier répond avec un sourire en coin, affirmant qu'il l'a repéré grâce à l'instinct du guerrier, une compétence bien connue selon lui. Mais le voleur explose de colère, criant qu'il ment, refusant de croire qu'un combattant aux compétences aussi basses puisse détecter un voleur de son niveau infiniment supérieur. Yukito prépare son épée au combat, se demandant si le voleur va fuir ou choisir d'affronter la situation. Furieux des moqueries de Yukito, le voleur dégaine ses armes et adopte une posture offensive, le mettant en garde de ne pas le sous-estimer ni lui parler sur ce ton. Puis, dans un éclair, il fonce droit sur lui, attaquant avec rage tout en proclamant qu'il est le plus fort. Mais Yukito part ses assauts avec une aisance déconcertante avant de riposter, le projetant au sol. Il le regarde de haut, un sourire confiant sur les lèvres, et lui lance que de telles paroles ne devraient venir que de celui qui remporte la victoire au final. N'est-ce pas? Il enchaîne les attaques sans relâche, et à chaque coup porté, la colère et la frustration du voleur face à sa défaite ne cessent de croître. Le voleur hurle sur Yukito, exigeant de savoir s'il l'a réellement trouvé grâce à un instinct de guerrier, avant de le maudire et de l'accuser une nouvelle fois de mentir. Yukito lui répond calmement qu'il ne ment pas. Il possède bel et bien la compétence d'instinct du guerrier, qu'il a activée alors qu'il était au 20e étage. Cette compétence, une fois enclenchée, permet à son utilisateur de détecter tous les dangers alentour. Lorsqu'il a tenté de l'utiliser, ses chances de succès étaient inférieures à 1%. Mais Yukito a misé sur sa chance, persuadé que cela fonctionnerait. Et en effet, un message de confirmation est apparu. Dès cet instant, il a pu percevoir chaque menace autour de lui, aussi infime soit-elle, lui permettant de repérer non seulement les pièges tendus par le voleur, mais aussi sa position exacte. Le voleur, rassemblant ses forces après avoir été mis à terre, se relève pour attaquer de nouveau, tout en lançant que Yukito est bien trop rapide pour un guerrier de si bas niveau. Yukito lui répond d'un ton sarcastique, le remerciant pour ce charmant compliment, avant de bloquer sans effort son attaque. Cependant, le voleur fait remarquer que, malgré sa vitesse, Yukito reste un simple guerrier. Il continue, sûr de lui, en affirmant qu'il le surpasse en agilité, et qu'il possède sans conteste une meilleure précision. À cet instant, il parvient à blesser le bras de Yukito avec une épée empoisonnée, cette fois-ci enduite d'un toxique paralysant. Mais une notification s'affiche immédiatement. Yukito a résisté avec succès à l'effet de paralysie. Le voleur est stupéfait de constater que même ce poison ne l'affecte pas. Il l'observe attentivement alors que le combat continue, reconnaissant que Yukito a su se préparer face à toute éventualité. Soudain, Yukito le surprend en réalisant un bond prodigieusement haut, disparaissant en un instant. Puis, dans la seconde qui suit, il réapparaît dans son dos, fondant sur lui depuis les hauteurs, lame en avant. Mais le voleur évite de justesse le coup fatal en s'éclipsant rapidement au loin, tout en lançant que Yukito reste toujours aussi faible, comme à son habitude. Yukito décide alors d'utiliser la technique de la piqûre d'abeille, visant le voleur avec une attaque puissante et précise. Le voleur éclate de rire, admettant que l'attaque est impressionnante et bien pensée.
Mais il interrompt sa propre phrase pour activer une technique de combat appelée danse du papillon, qui lui confère une agilité et une vitesse exceptionnelles, rendant Yukito incapable de l'atteindre. Yukito se fige, dérouté, incapable de comprendre comment son adversaire a pu esquiver aussi aisément. Le voleur bouge avec aisance, attaquant Yukito tout en expliquant que la danse du papillon est une technique qui allie attaque parfaite et esquive absolue. Il ajoute que, dans un duel opposant deux compétences, la victoire revient toujours à celle qui possède le niveau le plus élevé. Grâce à cette technique et à la vitesse que lui procure l'aptitude pas de chat, le voleur réussit à blesser de nouveau Yukito. Se sentant momentanément supérieur, il parle avec assurance, criant à Yukito qu'un guerrier aussi lent que lui ne pourra jamais l'attraper. Mais aveuglé par son arrogance, il oublie qu'il doit rester discret pour ne pas être repéré par les monstres. Ainsi, le boss de l'étage le repère et lui lance une puissante boule de feu. Yukito active immédiatement son instinct du guerrier pour esquiver l'attaque. Le voleur, lui aussi, parvient à éviter les flammes, s'exclamant avec excitation que le 20e étage est vraiment palpitant, avant de relancer son assaut contre Yukito. Il ajoute alors qu'il peut esquiver n'importe quelle attaque du boss de l'étage, car ses mouvements suivent un schéma fixe. Il se tourne vers Yukito et lui demande s'il a également obtenu ces informations auprès de la guilde. Yukito ne répond pas, concentré sur la défense contre les attaques acharnées du voleur, malgré ses blessures infligées par l'épée empoisonnée. Cependant, une nouvelle entaille à la jambe le fait vaciller, causée par les armes tranchantes éparpillées sur le sol par son adversaire. Le voleur lui lance alors qu'à ce stade, il a sûrement compris qu'il n'y a aucun intrus au 20e étage, ce qui signifie que sa défaite était inévitable depuis le tout début du combat. Il enchaîne ensuite avec une attaque féroce, utilisant une technique appelée « lame du scorpion ». À cet instant, Yukito est affaibli par ses nombreuses blessures, incapable de se défendre. Le voleur lui assène un coup brutal qui le laisse totalement à terre. Yukito s'effondre, vidé de toutes ses forces, ses armes glissent de ses mains, le rendant totalement incapable de riposter. Croyant avoir atteint son objectif, le voleur pense qu'il est temps d'en finir. Il se jette sur Yukito, hurlant que tout est terminé pour lui. Yukito pousse un cri de terreur alors que le voleur fonce, prêt à porter le coup fatal. Mais l'instant suivant, Yukito lance un regard rusé vers son assaillant, tire la langue et lâche qu'il plaisantait. Puis il pose la main sur une pierre proche et appuie dessus. Celle-ci émet alors une lueur différente des autres. En un clin d'œil, le voleur se retrouve piégé dans une bulle translucide qui l'enferme de tous côtés. Abasourdi, le voleur, persuadé d'avoir gagné, fixe Yukito, incrédule, et demande s'il vient vraiment d'utiliser un piège gravitationnel contre lui. Yukito se redresse, ramasse son épée, et commande que le voleur n'a cessé d'affirmer qu'aucun élément non autorisé ne se trouvait ici, alors qu'il est pourtant bien seul face à lui. À cet instant, la bulle se resserre, rendant même difficile le simple fait de bouger les lèvres. Yukito explique alors que les informations collectées par la guilde ne concernent que l'état naturel de l'étage. Mais personne dans la guilde n'aurait pu prévoir qu'un fou oserait interférer et s'impliquer dans un combat contre le boss de l'étage. Pendant ce temps, la condition du voleur empire dans la bulle, au point qu'il peine à respirer. Il halète, se demandant si ce qu'il vit est bien réel. Deux monstres commencent alors à s'avancer vers Yukito pour l'attaquer, le forçant à réagir rapidement. Ils bloquent leur assaut, tout en remarquant que la double attaque survenue a modifié le comportement des créatures et leur manière de réagir face aux intrus. D'un mouvement précis, il esquive leurs attaques. Puis, jetant un regard défiant au voleur, il lui dit qu'en dépit de son titre, il n'a même pas su repérer les pièges de cet endroit. Frustré, le voleur s'écrie que c'est impossible, que Yukito était censé combattre en tant que guerrier, pas s'appuyer sur des pièges. À ce moment, Yukito s'éloigne d'un mouvement vif, sortant de la zone de portée des monstres et laissant le voleur comme cible unique. Piégé dans la bulle, totalement sans défense, il devient une proie facile. Les monstres l'attaquent alors directement. La puissance de leur frappe brise la bulle, le projetant violemment au sol. Son corps couvert de blessures, il se tord de douleur en gémissant que cette souffrance est insupportable. Alors qu'il s'apprête à demander à Yukito comment il a pu faire cela, il réalise que les monstres l'ont déjà saisi, le soulevant avec leurs immenses mains de pierre. Il le serrent violemment avant de le fracasser contre le sol avec une force terrible. À bout de souffle, il murmure que même ses talents de recherche en ligne ne lui ont servi à rien, incapable qu'il était de détecter les pièges dissimulés dans cette salle. Alors,
Comment Yukito a-t-il pu les connaître? Ce dernier le regarde, triomphant, et lui répond qu'il l'avait déjà dit. C'est grâce à l'instinct du guerrier. Puis, avec un sourire en coin, il lui demande s'il ne l'avait pas mentionné dès le départ.